avec François Langlais, Quoi qu'il en coûte, aux éditions Albin Michel. Oui, François Langlais, bonjour. Bonjour. Qui va vraiment payer? C'est le sous-titre en même temps. Parce que c'est vrai qu'il y a le constat de ce que l'on vit aujourd'hui, on va y revenir, mais il y a derrière toutes les conséquences. Alors, je préviens tout de suite les auditeurs et puis vous pouvez nous appeler. Quand même, ça passe par des moments difficiles, mais il y a des notes d'espoir en fait à la fin. Parce que quand j'ai commencé à lire ce livre, je vais vous dire, j'étais un petit peu effondré. Oui. Et puis et derrière, on se dit que c'est une incitation à aller jusqu'au bout du livre. Oui, non mais c'est vrai. Bon, déjà sur ce qu'on vit quand même aujourd'hui là avec ce reconfinement, est-ce que ça va accélérer encore de nouveau les difficultés économiques? Forcément. À court terme, oui. Certains À court terme, il n'y a pas de doute. Si vous voulez, on était sur le scénario d'une reprise progressive assez molle, et notamment au 4e trimestre. Les chiffres du 3e trimestre sont plutôt pas mauvais. Mais le 4e était un peu étouffé, et là, on repart clairement vers une 2e récession, très significative, dans des proportions probablement moindres que celles du printemps, mais quand même assez profondes. D'où les mesures d'aide qui ont été annoncées hier soir par Bruno Le Maire, Jean Castex. On va mettre entre 15 et 20 milliards d'euros sur la table. Donc ça va permettre d'amortir le choc de façon assez importante. Mais c'est là où on débouche sur l'autre question. Parce que cette épidémie, elle a deux conséquences. La première, c'est l'effondrement de l'économie, pour des raisons évidentes qu'on comprend tous maintenant. Et la deuxième, c'est que justement, pour parer aux effets, au choc social, on dépense beaucoup plus qu'auparavant. Oui, c'est ça. Mais alors, il faut quand même préciser aussi qu'on n'est pas seul, en fait, dans ce bateau. S'il n'y avait que la France ou que l'Europe, vous avez raison. Mais il y a l'ensemble de la planète quasiment qui est concerné, avec certains qui s'en tirent mieux que d'autres, mais quand même. Non, vous avez raison. Après, tout dépend comment on regarde les choses. Le fait qu'on soit pas seul, ça peut être une raison pour ne pas s'inquiéter, ou au contraire pour s'inquiéter encore plus. Pourquoi? C'est que, si vous voulez, la planète entière est engagée. Entière, pas tout à fait d'ailleurs, parce que la Chine, ça y est, elle a réglé le problème. Mais en tout cas, tout l'Occident est engagé justement dans des dépenses qui n'ont plus rien à voir avec la création de richesses. Et que ce qu'on peut redouter, c'est qu'il y ait un accident financier à cause de cela. C'est vrai que je me faisais la réflexion hier, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, le stress collectif pour la perte du AAA. Vous vous souvenez de ça? Oui, bien sûr, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux, c'était l'hiver 2012, c'était la fin du quinquennat Sarkozy. Et à l'époque, pour 2 ou 3 milliards de dépenses supplémentaires, on risquait de perdre cette note, de voir les investisseurs privés s'en aller, et puis de nous condamner à la faillite, quoi. Aujourd'hui, tout ça a complètement disparu parce que le marché de l'argent a été nationalisé par la Banque Centrale Européenne, qui irrigue massivement tous les gouvernements en centaines de milliards d'euros d'argent frais. Oui, et puis il y avait les fameux critères de Maastricht. C'est vrai, tout ça c'est aux oubliettes. Non mais tout ça c'est aux oubliettes. Est-ce que ça donne raison à ceux qui disaient il faut revoir en fait l'ensemble de ces règles européennes internationales? Écoutez, pour partie, c'est vrai que ces règles étaient, parce qu'elles étaient rigides, à la fois dangereuses. On les a appliquées à un moment où on n'aurait pas dû, et notamment dans la période 2010-2012, où ça a aggravé la crise dans la zone euro, ça c'est certain. Pour autant, il faut pas perdre de vue que sur le moyen terme, on ne peut pas dépenser durablement, considérablement plus que ce qu'on a, parce que on prend le risque. Si vous voulez, quand on regarde l'histoire, c'est très fréquent. À l'échelle de l'histoire que les gouvernements... Oui, mais c'est à l'échelle de l'histoire. C'est pas, quand on regarde sur les 500 dernières années, sur les 1000 dernières années, on voit des crises financières assez régulières. Mais le problème, c'est que on n'a jamais réussi à annuler la dette sans faire disparaître en même temps l'épargne. C'est les deux faces du même sujet. Parce que dès lors que quelqu'un s'endette, il y a quelqu'un qui lui prête. Si vous libérez le premier de sa dette, forcément, vous amputez le capital du deuxième. Et c'est ça qui me terrifie un petit peu dans les discours qu'on entend, mais cette fois-ci, c'est pas la même chose. On remboursera jamais. On va pouvoir effacer. Mais qui détiennent justement les dettes? Alors, là où justement ça a changé un peu de nature, c'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup, c'est la Banque Centrale Européenne en Europe, la Banque Fédérale aux États-unis, la Banque du Japon au Japon. Et puis des fonds de pension en même temps, qui ont alimenté, quoi, mais non ? de moins en moins, justement. Ces investisseurs privés, ils ont disparu quasiment, et il n'y a plus qu'une source principale de financement des États, c'est la création monétaire. Ça paraît absurde pour
nous, mais si vous voulez, la Banque centrale a le monopole de la création d'argent, c'est-à-dire que sur un ordinateur, elle prend son compte et au lieu de faire comme nous, de voir combien elle a, elle tape le montant qu'elle souhaite avoir. Ouais. C'est d'ailleurs une situation assez heureuse. Il n'y a que les banques centrales qui ont ce monopole-là. Et parce que nous les croyons, je veux dire, si je sors un billet de 20 euros et que je vous le donne, vous n'aurez pas de doute sur le fait que vous pourrez le réutiliser 10 minutes après pour vous payer un café. Et le café lui-même n'aura aucun doute sur le fait que ce billet est vrai. Donc notre foi dans la monnaie fait que nous croyons la Banque centrale quand elle dit « Voilà, je crée 500 milliards, je crée 1000 milliards, je crée 3000 milliards et je vous les donne ». C'est un processus qui n'est pas sans limite. Personne ne peut situer exactement la limite. Pour autant, il est très ça, on l'a jamais fait quoi dans l'histoire. On l'a jamais. Alors, disons, on l'a fait sous des formes anciennes. Là encore, je fais appel aux souvenirs d'histoire que nous avons. Vous savez, du temps des rois, il y en avait des pièces d'or, et les autorités monétaires rognaient les pièces d'or pour récupérer un peu de limaille et fondre d'autres pièces. La Banque centrale, c'est ça. C'est un peu ça. C'est la même chose, si ce n'est qu'elle le fait de façon technologique. Mais je rebondis parce que vous en parlez dans le livre. Si on avait eu notre propre monnaie, forcément, on aurait géré la crise autrement. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est juste doublement d'ailleurs, parce que si on avait eu notre propre monnaie, le franc, que l'Italie avait eu la lire, eh bien d'abord, on aurait pu faire varier le taux de change en fonction du degré de gravité de la crise. Un taux de change, c'est un pare-choc. C'est-à-dire que justement, il permet d'adapter la condition de l'économie. D'amortir. Et on avait besoin d'amortir plus que l'Allemagne. Donc au total, on a un pare-choc collectif, c'est une espèce de moyenne, et il amortit un peu moins bien pour nous, un peu trop pour l'Allemagne. C'est toujours la même chose. La monnaie unique, c'est le t-shirt à taille unique. Il est trop grand pour les petits et trop petit pour les grands. Et puis, l'autre élément, c'est évidemment que les pays qui ont leur propre monnaie, et donc leur banque centrale, les États-Unis, le Royaume-Uni ou le Japon, de fait, ils la contrôlent. Nous, on ne la contrôle pas. C'est une coopérative qui est possédée par les 19 pays qui font partie de l'Union monétaire. Et un jour ou l'autre, ça n'est pas le cas maintenant, parce que tout le monde est dans le même bateau, il y aura un conflit avec nos partenaires sur l'utilisation de cet argent. Parce que la France, pour des tas de raisons, d'histoire, de tradition, est plus encline à la dépense que ne l'est l'Allemagne ou ne le sont les Pays-Bas. Et donc, le trésor de Francfort, en quelque sorte, fera... Est-ce que ça veut dire que l'euro est menacé, alors, finalement, même à court terme, quoi, non ? Je pense que sur le moyen terme, c'est une construction très fragile. Ouais. Je pense qu'il voulait... D'abord, jusqu'ici, alors on va voir ce que donne la deuxième vague, mais justement, il a accru les différences entre les économies. Toujours, alors que nous avons la même monnaie. Et puis, il y a au sein de l'Union monétaire ce ferment de disputes, de désaccords entre les États. Mais on n'aurait pas pu créer de l'argent comme on l'a fait, quoi, là, si nous avions été un peu seuls, parce que certains défendent l'idée d'être de souveraineté, mais... Je ne suis pas sûr. Regardez... C'est pas une question. Hein, oui. Regardez, le Royaume-Uni le fait sans contrainte. Les États-Unis, alors vous allez me dire, c'est un grand pays... Ils le font et dans des proportions encore plus importantes que nous, puisque le déficit américain va représenter cette année 3 000 milliards d'euros. C'est-à-dire autant que la dette publique française. Donc, je pense que on aurait pu avoir les mêmes méthodes. Mais surtout, l'avantage d'avoir une monnaie nationale, c'est que vous adaptez le taux de change à la situation exacte du pays. C'est ce qu'on a fait pendant très longtemps, avant l'euro. Alors, ça se payait quand même d'une façon, c'est-à-dire qu'on avait plus d'inflation que les autres, on avait des dévaluations régulières. Donc, effectivement, l'épargnant était lui aussi par moments spolié, mais l'activité économique était beaucoup plus facile à réguler. Ouais, bon, qui sont les perdants, les gagnants aussi, parce qu'il y en a, forcément. Là, on est en plein dedans, quand même. C'est ce qu'on va voir dans un instant avec vous, François Langlais, quoi qu'il en coûte. Qui va vraiment payer ? On en parle dans un instant encore. Et en attendant, Patrick, on a une gagnante parce qu'il y a du positif. Ah oui, dans ce jeu. c'est vrai. On perd de l'argent d'un côté, mais on en rapporte de l'autre. Et avec nous, Myriam au téléphone. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour à vous. Je suis très contente de vous avoir, vraiment. Ouais, vous êtes la seule gagnante de la journée. Non, je plaisante. Ouais. La grande gagnante. Myriam, vous avez gagné une semaine en demi-pension pour 4 personnes dans l'un des 50 clubs Bel-en-Bras, à la mer ou à la montagne. Bon, alors ça n'est pas tout de suite, mais vous allez pouvoir prévoir vos vacances. Et vous allez partir où ? Eh bien, c'est une bonne question. Je ne sais pas. J'aime la mer et la montagne, donc peut-être au Pays Basque. Je suis pas originaire. Très bien. Et vous emmènerez qui ? Des amis, je pense. Oui, parce qu'il faut notre autorisation, en fait. Vous partiez avec. L'attestation de Cécile de Ménibus. Il y a l'attestation du gouvernement pour se déplacer. Là, il y a l'attestation Ménibus. Et vous nous écoutez depuis longtemps, Myriam ?
Pardon, Vous excusez-moi. nous écoutez depuis longtemps? Oui, régulièrement tous les jours et j'avoue que j'écoute aussi de midi à 14h Monsieur Berkoff. D'accord. Oui, André Berkoff. Ouais. Ouais. Eh bien, il a pris 2-3 jours là, mais il revient. Il revient, il pour se être back. en pleine forme, Oui. c'est Philippe David qui est là, Oui, évidemment. c'est ça, oui. Bon. En tout cas, merci de nous avoir appelés. On vous fait un gros bisou. Prenez soin de vous et nous on revient dans un Vous instant. également. À Vous tout- également. À tout de suite, il est 9h13. Avec nous, Albin Michel, journaliste économique. Oui. Et dans un instant. Et dans un instant aussi, Frédéric Dabi qui sera avec nous sur une enquête IFOP fiduciale Sud Radio et CNews pour voir justement comment les Français prennent ces mesures. Bonjour Frédéric, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Oui, on va voir en fait dans les détails ce sondage en fait avec vous, mais on le disait juste avant la pause avec François Langlais. Aujourd'hui, ce sont les fondamentaux un peu de notre société qui sont remis en cause avec des gagnants, des perdants. Les perdants aujourd'hui, qui sont-ils? Alors, on a beaucoup parlé des restaurateurs, d'un tas de métiers en fait comme ça, de services à travers des commerces. Ce sont eux principalement. Oui, ça, si vous voulez, en fait, c'est d'ailleurs pour ça que la France est plus touchée, par exemple, que l'Allemagne. C'est que la part des services dans notre économie est plus importante qu'en Allemagne. Quand vous avez de l'industrie, il y a des protocoles sanitaires qui vous permettent de travailler, de continuer comme avant, d'un certain côté. Dans les services, non, parce que le service implique une proximité physique. Or, c'est précisément le risque de contagion qui se manifeste. Puis à côté de ça, vous avez, et je pense que c'est ce que j'ai aussi essayé de faire dans ce livre, en réalité, le virus a accéléré un certain nombre de transformations qui étaient en germe dans l'économie auparavant. Comme une machine à avancer le temps. Et on voit bien, par exemple, dans l'équilibre entre commerce physique et commerce virtuel, que le commerce virtuel montait régulièrement depuis une quinzaine d'années, mais que il y avait certaines catégories de population qui, pour des raisons d'habitude, d'âge, de non-équipement, étaient réfractaires, et que là, avec le confinement, elles s'y sont mises, et du coup, la part du commerce virtuel est montée de façon très importante. Oui, mais elle ne revient pas forcément, justement, aussi à ce qui est créé, produit, entre guillemets, en France, quoi. Non, c'est vrai. C'est quand même, c'est l'enrichissement notamment des GAFA, et puis d'Amazon. Les GAFA sont les grands gagnants de l'affaire, dans des proportions spectaculaires. On a vu d'ailleurs la fortune de leur fondateur progresser considérablement. Au deuxième trimestre, les ventes d'Amazon Monde ont progressé, si ma mémoire est bonne, de 29% sur un trimestre. C'est considérable. Parce que c'est vrai qu'on est moins bien équipés en numérique, nous, les Européens, que les Américains. Moins bien équipés en entreprises de taille mondiale. Et puis on est ouvert à tout, quoi. Contrairement, par exemple, à la Chine. Qui a fabriqué. Non, mais est-ce que c'est pas l'une des failles de nos sociétés? On a voulu être ouvert à tout, à tous les vents. En fait, là, on l'évoquait tout à l'heure sur l'immigration, c'est autre chose, mais trop facilement, quoi. Et aujourd'hui, on se laisse emporter par toutes ces vagues. Bien sûr. Mais si vous voulez, en Europe, finalement, on a tellement été tendu sur l'objectif de supprimer les frontières. C'est la nature même du projet européen. Et donc, toute la génération européenne, son objectif, c'était de faire disparaître les frontières. Que du coup, on l'a fait même sur des domaines où on n'aurait pas dû, et que évidemment, la protection économique, ça compte, et que on a été d'une naïveté incroyable sur les panneaux solaires, les éoliennes, les pneus, tout récemment, peut-être demain les voitures, je ne sais pas, et que les batteries, bien sûr. on a on n'a pas d'offre alternative, mais aujourd'hui, même le médicament. Le médicament, on a laissé partir un certain nombre de choses. Mais et c'est vrai que on n'a pas encore le bon logiciel. Les batteries électriques, on va mettre 1,3 milliard pour créer ce qu'on appelle l'Airbus de la batterie, c'est-à-dire associer les Français et les Allemands. Très bien. Mais si vous ne protégez pas les frontières des batteries chinoises qui viennent de l'extérieur, vous ne créez pas l'écosystème qui va permettre à l'Airbus de la batterie de se développer. Donc vous êtes, François Langlais, plutôt pour une forme de souveraineté, alors justement. Mais bien sûr, bien sûr. Oui, vous prenez l'exemple de PSA, pour le coup, c'est à l'inverse. C'est-à-dire qu'ils font venir des gens sur le territoire français, enfin des Polonais, au lieu de... C'est vrai qu'il y a eu cette histoire qui était incroyable. Et je pense que ça signe bien le renversement d'état d'esprit qui est le nôtre en ce moment. Cette histoire, rappelons que PSA, justement, pour faire tourner ses usines, avait besoin d'un appoint de main-d'œuvre, et du coup, faisait venir des ouvriers de PSA Pologne en France en disant, les gars, on va vous payer un peu plus, et vous allez nous donner un coup de main. Alors que dans le même temps, il y avait des intérimaires qui n'avaient pas de boulot en France. Et on comprend que du point de vue de PSA, c'était comme si c'était un pays, PSA, et ils faisaient venir des gens de leur boîte en disant, on va leur donner un supplément de salaire, et finalement, c'est quelque chose de social, quoi. Et pour nous, c'était évidemment très choquant, parce que doublement,
il y avait des Français ou en tout cas des résidents en France, même s'ils sont étrangers, qui étaient au chômage à ce moment-là. Et deux, l'Europe a quand même subventionné la Pologne dans des proportions considérables, justement, pour lui permettre de se développer. Donc d'un certain côté, on payait la facture deux fois. Mais c'est l'exemple même de décisions qui étaient prises pour des raisons très nobles, parce qu'il s'agissait de constituer l'Europe, mais qui se traduisent par des choses absolument incompréhensibles aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Et sur le reconfinement, alors Frédéric Dabi, justement, qu'est-ce qui ressort de notre enquête, justement, que vous avez lancée, Frédéric, avec l'IFOP, Fiducial, Sud Radio et CNews? Oui, Patrick, cette enquête a été lancée au lendemain de l'intervention présidentielle. Elle montre d'abord une inquiétude maximale, l'inquiétude sanitaire qui avait été relativement modérée, explose. Elle gagne 7 points pour atteindre presque 80%. Bien sûr également, et c'est en lien avec ce que vient de dire François Langlais, l'inquiétude économique est la plus forte. Ça fait depuis le mois d'avril qu'avec Sud Radio, on suit les indicateurs de confiance ou d'inquiétude. Il y a une inquiétude économique qui est massive, elle est autour de 90%, je crois qu'elle a atteint 91%. Et puis il y a un petit effet union nationale au drapeau, puisque la confiance à l'égard de l'action du gouvernement sur la question économique repasse les 50% de confiance. Sur la dimension sanitaire, c'est beaucoup plus sévère, mais on a aussi une petite progression de 37 à 41%. Ce qui frappe aussi, même si le président a plutôt convaincu lors de son intervention, c'est que les Français n'entrent pas du tout dans ce deuxième confinement de la même manière que lors du premier confinement. Le premier confinement, c'était une aventure collective, c'était l'idée de faire un sacrifice limité de temps pour reprendre, comme le disait le président, le cours de nos vies et retrouver les jours heureux. Les Français ont clairement compris que ça ne sera pas le cas, que on entre dans une incertitude, et ce qui frappe dans toutes les enquêtes IFOP Fiducial pour Sud Radio, c'est à quel point l'incertitude, l'incapacité à se projeter dans l'avenir érode la confiance et l'optimisme des Français. Oui, et ce qui veut dire que justement sur beaucoup de projets en fait actuellement, ce matin, tiens, on avait un artisan plombier chauffagiste, où ils peuvent travailler dans le bâtiment. Quand même, là, c'est maintenu les activités, contrairement à la dernière fois. Mais il disait, comme il y a une crise de confiance, eux peuvent travailler, mais il y a des chantiers, des travaux qui étaient prévus, qui risquent d'être reportés. Et c'est arrivé tard, dès hier soir, alors que jusqu'à hier midi, il avait des trucs, il a vu auprès de confrères qui commencent à s'annuler parce que les gens ne savent pas. Est-ce qu'il faut faire venir le monde? Est-ce que on va revoir et garder un petit peu notre argent, peut-être pas dépenser, quoi, François Langlais? Non, je pense que, mais c'est ce que disait Frédéric Dabi, est très juste, c'est-à-dire ce deuxième confinement, c'est pas seulement un deuxième confinement, c'est la prise de conscience par nous tous qu'on va vivre durablement avec cette affaire. Il y en aura peut-être un troisième. Oui, bien sûr. Peut-être un quatrième. On nous a dit, il faut vivre avec le virus jusqu'à l'été 2021. Donc, si le cycle se poursuit, et ça veut dire qu'il faut se préparer à une économie durablement diminuée. Jusqu'ici, on était dans le scénario où c'est tombé comme une pierre, ça remontait, c'était le scénario de la lettre en V, quoi. Et puis après, on s'est dit peut-être W. Il y aura une deuxième baisse et on remontera. Là, on voit que c'est plutôt le L. C'est-à-dire qu'on tombe et puis on reste en bas avec un long plat où effectivement les gens se demandent. Alors, le bon côté, si je puis dire, c'est qu'on va finir par s'habituer, que très probablement, si on avait le projet de faire s'habituer, s'adapter. Oui, on va se dire, on va le faire quand même. Et puis les protocoles sanitaires, pour le coup, ils sont installés dans les entreprises aujourd'hui. C'était pas le cas pour le premier confinement. Donc tous les chantiers du BTP, ils vont pouvoir continuer à se dérouler. L'industrie, on en parlait il y a un instant, c'est pareil. Elle s'est adaptée. Alors, sur ce que vous disiez tout à l'heure et sur la souveraineté, on a dit beaucoup au printemps dernier. Alors oui, du coup, on redécouvre certaines vertus du produire localement, du circuit court, etc. Je n'ai pas vraiment l'impression que tout ça se concrétise, quoi, et que l'on a un peu vite en fait oublié, non? Ou est-ce qu'il y a des projets qui sont en train de mûrir? Je pense quand même que le sens de l'histoire va de ce côté-là. Après, il y aura des accélérations et des reculs. Et puis, si vous voulez, l'organisation de la production mondiale, ça ne change pas sur un claquement de doigts. De ce point de vue, les chaînes de valeur, comme on dit, c'est-à-dire de tous les sous-traitants, elles parcourent la planète. Elles sont en train de se réorganiser pour deux raisons différentes d'ailleurs. Un, la crainte de la pandémie qui fait que justement on se dit mais vaut avoir des fournisseurs près de chez soi qu'à 9 ou 10 000 kilomètres. Et puis il y a aussi l'arrivée, ou plutôt l'approfondissement
de cette guerre entre la Chine et les États-Unis, qui est en train d'organiser une partition économique du monde. Ouais, ça c'est le grand risque de demain, la vraie guerre entre la Chine et les États-Unis. Écoutez, en tout cas, elle est là au plan technologique, elle est là au plan commercial, elle est là au plan stratégique, au plan militaire. On voit qu'il y a des escarmouches. Non. Et puis, le gros sujet, c'est Taïwan. L'île de Taïwan, qui est indépendante théoriquement, mais dont la Chine considère qu'elle lui appartient, qui est aujourd'hui défendue militairement par les États-Unis, et qui surtout constitue le centre mondial de l'or blanc, c'est-à-dire des semi-conducteurs, avec une expertise sans aucune comparaison. Et les États-Unis ne peuvent pas perdre Taïwan, la Chine ne peut pas perdre Taïwan. Il est probable qu'on assiste dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, à des tensions de ce côté-là. Oui, mais est-ce qu'il faut aller un peu dans leur sens justement sur la politique industrielle, c'est-à-dire que eux ferment les commandes privées aux étrangers, par exemple? Est-ce qu'à un moment donné, il va falloir que nous arrivions à ça aussi? Écoutez, moi je le pense. Je pense que vous parlez tout à fait à juste raison de la Chine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les marchés publics, par exemple, vous ne pouvez pas y accéder si vous êtes occidental, sauf dans des conditions très particulières, alors que en Europe, n'importe qui, un Chinois, un Patagon, peut fournir des trains, des voitures de police, etc. Puisque les règles européennes imposent de prendre le meilleur prix, quelle que soit la nationalité du fournisseur. Les États-Unis ont aussi un dispositif du même genre, le Buy American Act, qui justement recommande aux administrations d'acheter d'abord américain. Le moins qu'on puisse faire, mais alors c'est un petit peu désespérant parce qu'on parle de sujet depuis que je suis journaliste économique, ça date quand même pas d'hier, c'est d'organiser un Buy European Act, c'est-à-dire que on est un certain nombre de dispositions qui imposent aux commanditaires justement de faire appel à des entreprises européennes. Il y a des réticences idéologiques inexplicables, c'est long. Et ça nous coûte cher en termes d'emploi, en termes de croissance. Mais est-ce que là, ça ne va pas accélérer les choses, justement ? Je le pense. La difficulté étant toujours la même, au fond la même que pour la monnaie, c'est que on est presque une trentaine dans le bateau, que tout le monde n'a pas les mêmes priorités. La lenteur de... Il y a la lenteur de la décision. Se décider à 30, c'est plus compliqué que tout seul. Et puis, les Allemands, par exemple, vendent beaucoup plus à l'étranger que nous, donc ils n'ont pas intérêt à justement provoquer des tensions commerciales, alors que pour nous, sur certains domaines au moins, c'est pas vrai pour tout. On exporte aussi de façon très brillante dans le luxe. La santé, par exemple. La santé, bien sûr. On a une industrie qui est encore relativement compétitive, qui malheureusement s'est un peu délocalisée à cause des contraintes réglementaires propres à la France, mais on a de très grands industriels dans ce domaine. Bon, il y a des notes d'espoir, mais on passe par du désordre, c'est ce que vous dites dans ce livre, et ça reviendra. C'est que c'est des cycles assez longs, et que ces crises arrivent tous les 70 ou 80 ans, et qu'en général, c'est pas facile, ça dure longtemps, mais derrière, ça va mieux, et ça va mieux pour longtemps. Bon, ben voilà, c'est ce qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent, évidemment, et qui sont dans la difficulté. En fait, aujourd'hui, il y en a beaucoup, évidemment, ça c'est extrêmement compliqué. François Langlais, quoi qu'il en coûte, qui va vraiment payer? Alors, si vous dites, mais l'économie, c'est compliqué pour moi, etc. Non, mais c'est très clair. C'est très clair, c'est un petit livre en plus facile que vous pouvez avoir avec vous un petit peu partout. Donc voilà, et c'est écrit comme d'habitude avec talent, c'est aux éditions Albin Michel.